Bonjour à toutes et à tous, je suis Hugo Albandéa, journaliste à Sciences Humaines, et pour le magazine, je viens d'interviewer Bernard Lahire, sociologue, à propos de son dernier livre, Vers une science sociale du vivant. En fait, il a un projet assez ambitieux pour réformer complètement les sciences sociales, il veut les rendre, c'est ce qu'il dit en tout cas, plus scientifiques, et pour ça, il veut s'appuyer notamment sur la biologie pour créer de grandes lois qui régleraient le vivant en général. Alors dit comme ça, vous voyez pas forcément où il veut en venir, mais je vais prendre un exemple qu'il utilise pas mal dans ses écrits, qui est le fait que les humains, quand ils naissent, quand ils sont bébés, ils sont extrêmement dépendants des adultes. Ils en ont besoin pour se nourrir, ils en ont besoin pour apprendre, et ils en ont besoin simplement pour survivre dans le monde dans lequel ils naissent. Et ça, pour Bernard Lahire, ça crée quelque chose qu'il appelle un invariant, c'est-à-dire quelque chose qui marche dans toutes les sociétés, qui est que les adultes vont avoir tendance à dominer les enfants. J'ai voulu parler de tout ça avec lui à l'occasion de la sortie de ce livre, parce que son idée, elle fait quand même débat dans sa discipline et aussi dans les sciences humaines en général, et donc il a voulu répondre aux questions qu'on lui posait et aux critiques qu'on lui adressait. J'ai trouvé que c'était l'occasion d'en parler avec lui dans cet entretien. Bernard Lahire m'a gentiment autorisé à diffuser notre discussion qui s'est déroulée en visio. Je vous la mets ici donc. Je prends des notes en même temps, c'est mon travail de journaliste, donc ne vous étonnez pas si vous me voyez taper. Bon visionnage et à bientôt sur scienceshumaines.com ou sur nos réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, etc. Allons-y. Eh bien, allons-y. Donc voilà, j'ai terminé votre bouquin hier, très intéressant, donc dans la lignée du précédent, hein, les structures fondamentales des sociétés humaines. J'ai trouvé qu'il y avait quelques attaques assez acerbes contre les sciences sociales, mais en même temps, je trouvais que votre projet était, je trouve, encore plus clair maintenant. Donc, allons-y, je vous propose d'attaquer par la première question qui va permettre un peu de cadrer pour les gens qui donc, ne sauraient pas quel est ce projet. Donc, en plus, c'est la première moitié de votre bouquin, c'est une sorte, j'ai l'impression, de rappel de la théorie que vous avez bâtie donc dans votre précédent livre, Les structures fondamentales des sociétés humaines. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire en quoi consiste ce projet qui est, je crois, censé renouveler les sciences sociales et les unifier en même temps? Oui, ça fait beaucoup de choses. En fait, oui, l'idée du livre d'entretien est partie du problème initial d'un gros bouquin qui est difficile à lire, que certains ne lisent pas à cause de sa grosseur. Bon, c'est malheureux parce que je pense qu'il y a des choses qui ne peuvent se dire que sur la longueur, mais il faut du coup avoir des stratégies pour faire quelque chose de plus rapide, d'introductif, etc. Et en même temps, j'avais pas trop envie d'en faire un simple résumé. Donc, j'ai fourni en fait des éléments pour comprendre le projet, sa genèse. On m'a posé 1000 questions sur mon bouquin pendant un an et j'ai voulu essayer d'y répondre, de répondre notamment à des questions sur des entreprises scientifiques qui peuvent être semblées proches ou cousines, etc. Donc j'ai fait tout ce travail-là pour cette raison-là. Et disons que donc dans une partie du livre, je reviens, c'est pas un résumé, mais c'est une présentation pour dire de manière condensée ce que j'ai voulu faire dans les structures fondamentales des sociétés humaines. Bon, dans ce livre précédent, ce que j'essayais de faire, c'était d'abord de dire qu'il y avait un problème avec la question des sciences sociales, du caractère scientifique de ces sciences, parce qu'elles ne sont pas défendues, à mon avis, comme elles devraient l'être, et pratiquées comme elles devraient l'être. Vous avez dit au début que j'attaquais assez durement les sciences sociales. Enfin, moi, je crois vraiment très sincèrement que je fais exactement le contraire. C'est-à-dire que j'essaye de les pousser vers quelque chose de beaucoup plus ambitieux, de beaucoup plus grand d'une certaine façon, et de briser le sortilège voilà, qui a été euh, qui empêche en fait les sciences sociales, les chercheurs en sciences sociales, d'aller au bout de ce que c'est qu'une science. Et à mon avis, une science, donc ça c'est la première partie des structures fondamentales, une science c'est quelque chose euh, qui
peut permettre d'établir un certain nombre d'acquis fondamentaux. Dans tous les autres domaines, les gens sont capables de dire voilà ce qu'on a appris. Or, en sciences sociales, il y a une tendance à dire bon, chaque nouveau livre présente un point de vue particulier qui peut s'inscrire quand même dans une tradition, mais une tradition de point de vue. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur voilà ce qu'on a découvert depuis Durkheim, depuis Marx, depuis Weber, etc. Et à mon avis, avec de faux arguments, on pense que les sciences sociales ne sont pas cumulatives, ou très peu, que ce ne sont pas des sciences comme les autres. Et les gens s'empressent de dire oui, mais c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas des sciences, elles sont pas comme les autres, mais ce sont des sciences. Et la situation est très très ambiguë. Ça empêche les gens d'avancer parce que moi je crois qu'il n'y a aucune raison. Tous les arguments avancés par les gens qui pensent que c'est pas des sciences tout à fait comme les autres, voire pas du tout comme les autres. Il y a des gens quand même qui assument le fait que ce soit une forme de littérature ou des formes d'interprétation du monde, mais qui ont pas la dureté. Je sais même pas, c'est complètement mythique cette histoire de dureté des sciences biologiques, physiques, etc. Mais mais voilà. Donc moi j'ai pas l'impression du tout de taper sur les sciences sociales. Au contraire, je les défends et je les défends beaucoup mieux que ceux qui disent que je les attaque. Donc il y a un petit paradoxe dans cette histoire. C'est pas parce que j'attaque un certain nombre de collègues qui pensent que non, non, il ne faut pas aller au-delà de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui que que j'attaque les sciences sociales. Donc ça, c'était le départ, c'était de dire il faut pouvoir créer les conditions d'une véritable science, et la plupart des sciences produisent un certain nombre d'acquis qu'ils formulent parfois sous forme de lois, de principes, de mécanismes généraux, et je ne vois pas pourquoi les sciences sociales ne pourraient pas dégager des mécanismes sociaux généraux, des lois sociales, des principes ou des logiques sociales qui sont très invariantes. Mais pour cela, il faut être convaincu qu'on est capable de le faire, qu'on peut le faire, et se mettre au travail pour arriver à formuler ces lois. Après, une fois que j'ai dit ça, il y a la question des conditions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à produire une science pleine, une science accomplie? Bah, il y a des éléments qui me paraissent importants. Il y a deux types de démarches qui me paraissent importantes. C'est la comparaison intersociété humaine et les comparaisons interespèces. Alors ça peut paraître comme ça énorme, mais en fait, il faut arriver à sortir de l'espèce humaine pour avoir des points de comparaison. Alors on peut déjà avoir des points de comparaison entre sociétés humaines, ce que l'on fait assez rarement. Il y a un grand anthropologue social, Alain Testard, qui avait fait ça, et il était un peu isolé quand même dans son domaine, en disant qu'il fallait prendre toutes les sociétés documentées par les ethnologues, par les préhistoriens, par les sociologues, par tous les spécialistes en sciences sociales, et essayer de les comparer systématiquement, et pas les plus proches. Il fallait chercher les grands contrastes. Entre les sociétés de chasseurs-cueilleurs mobiles, sans État, sans écriture, sans richesse parfois, etc., à des sociétés étatisées, capitalistes qu'on connaît, etc. Or, chacun est enfermé dans des univers et des aires de spécialité. On travaille sur le Japon et pas sur la France, on travaille sur la France du XXe et pas du XVIe, etc., etc. Chacun travaille sur un bout du problème en croyant que c'est la seule manière de travailler. Or, en lisant et en comparant les situations, étudiées séparément, on arrive à dégager un certain nombre de constantes, d'invariants dans l'histoire des sociétés humaines. Et ça, c'est une base qui est très importante pour constituer des acquis. Voir qu'est-ce qui peut constituer des invariants dans l'histoire des sociétés humaines, invariants autour desquels vont se dérouler un certain nombre de variations culturelles.
Mais nous, on va directement vers les différences culturelles. En général, les chercheurs en sciences sociales cherchent à pointer les différences, l'exotisme. Ah, vous voyez, comme c'est très différent ici par rapport à là, etc. Je pense qu'avant de partir sur les variations culturelles, il faut savoir qu'est-ce qui ne varie pas. Voilà, qu'est-ce qui est maintenu en dehors des sociétés humaines. Et donc, comparer les sociétés entre elles, comparer aussi les structures sociales des sociétés animales non humaines à des sociétés humaines, c'est les deux voies que je proposais dans les structures fondamentales, que je continue à travailler, pour arriver à dégager ces grands invariants, ces grandes constantes, mais aussi un certain nombre de lois de fonctionnement des sociétés. Et c'est très important d'avoir en tête, parce que ça, c'est, comment dire, il y a une coupure radicale entre ce qu'on a mis du côté de la nature et ce qu'on a mis du côté de la culture, et on fait comme si les espèces animales non humaines n'avaient ni organisation sociale, ni culture. Si les chercheurs en sciences sociales lisaient des éthologues, et pas que d'ailleurs que des primatologues, mais des éthologues, des gens qui travaillent sur les structures sociales et les comportements sociaux d'espèces animales très très différentes, hein, insectes, poissons, oiseaux, mammifères, de toutes sortes, et ben, ils se rendraient compte que il y a de la vie sociale depuis très longtemps sur Terre, qu'il y en a autour de nous en permanence, dans des espèces voilà, qui nous environnent, avec lesquelles on est en interaction d'une manière comme d'une autre, que ces structures sociales et les comportements sociaux des membres de ces sociétés eh bien, peuvent être étudiés comme des êtres humains. Les êtres humains ne sortent pas de nulle part. Il y a une continuité évolutive. Nous avons, comme les autres animaux, enfin, nous sommes des animaux, nous faisons partie de la nature, du vivant, et comme d'autres espèces animales, nous nous sommes organisés socialement pour vivre, survivre. La question de la survie par la voie collective est quelque chose extrêmement important. Donc, il a fallu, d'une part, une réflexion épistémologique sur les notions de loi, de cumulativité scientifique, de pourquoi il y a eu de la résistance par rapport à l'idée de mettre en évidence un certain nombre de lois et de constantes. Il a fallu ensuite se poser la question des démarches pour arriver à construire, saisir ces lois et ces constantes. Et le point qui est assez central dans l'ouvrage, c'est le raccordement entre les sciences de la vie et les sciences sociales, en essayant de montrer que tenir compte des propriétés biologiques de chaque espèce, puisque chaque espèce a des propriétés biologiques particulières, est une des conditions pour saisir un certain nombre de structures sociales invariantes. Voilà. C'est-à-dire c'est les conséquences sociales de propriétés biologiques qui m'intéressent, ce qui prouve que je ne biologise pas en fait le social. Pour moi, je suis sociologue, je travaille sur des questions sociales, de structures sociales, mais certains vont dire oui, mais il y a une autonomie complète des sciences sociales et elles ne doivent pas s'intéresser à ce que fait la biologie. Or, la biologie s'intéresse aux formes sociales, comme j'ai dit, les éthologues sont des biologistes de formation. Les biologistes évolutifs se sont posé la question de l'apparition dans différents taxons du vivant, différentes espèces, de formes de vie sociale, de formes de transmission culturelle qui n'existent pas que chez Homo sapiens ou dans le genre Homo. Et donc, il a fallu raccorder ces deux choses et voir que finalement, une partie des clés de compréhension de nos structures sociales passe par la comparaison des espèces enfin d'espèces très, très différentes et de sociétés, de structures sociales très différentes, et par l'articulation de propriétés biologiques et de propriétés sociales. Voilà.
travailler sur les conséquences sociales, sur les corrélats sociaux des propriétés biologiques de chaque espèce. C'est une chose qui n'était quasiment pas faite. Alors, il y a quelques précédents, il y a des gens qui ont commencé à travailler là-dessus, mais voilà, c'est le grand changement que je propose, et évidemment qui fait débat, enfin, quand les gens veulent bien débattre. Moi, je suis prêt au débat, en tout cas. Ok, ouais, c'est assez clair. J'avais une question, mais vous l'avez brièvement abordé par rapport à cet aspect un peu parcellaire où on a l'impression que vous reprochez presque aux sciences sociales d'être anecdotiques en fait, de se concentrer sur des petits morceaux, vous disiez tout à l'heure, de culture, alors que voilà, elles devraient avoir un peu plus de hauteur de vue. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette critique que vous faites, et notamment par rapport à la distinction que vous faites dans le livre, qui me semble assez intéressante, entre ce qui est social et ce qui est culturel, et pour vous, c'est pas du tout le même niveau de lecture des rapports entre humains. Alors, question simple, réponse difficile, et ça va être difficile d'être court, mais euh, la- bon, déjà, les sciences sociales comme sciences anecdotiques, bon, j'irai pas jusque-là, mais il y a des cas qui relèvent de ça, évidemment. Il faut être clair, la division du travail est normale. Dans toutes les sciences, il y a de la division du travail. La grande différence entre les sciences type physique ou biologie et les sciences sociales, c'est qu'il y a une division du travail organisée de manière à rendre possible une complémentarité entre des synthèses théoriques et des travaux extrêmement précis, pointus, particuliers, spécialisés, etc., dans ces domaines. Ce qui a donné la possibilité enfin, si je prends des exemples évidemment célèbres et je m'appuie sur eux, et je pourrais m'appuyer sur des exemples beaucoup moins connus. Et par exemple, Darwin propose un cadre général permettant de comprendre comment évoluent les espèces, d'abord en prouvant que les espèces évoluent, que le vivant ne cesse d'évoluer, et il explique les mécanismes de cette évolution. Quelles sont les lois qui gouvernent cette évolution dans le vivant. Pour faire ça, il s'est appuyé sur des tonnes de travaux très très précis. Il s'appuie sur de l'anatomie, sur de la morphologie, sur de l'embryologie, sur de l'éthologie, du début de l'écologie, enfin de gens qui travaillent sur les rapports entre les espèces. Il travaille sur évidemment des éléments de botanique, de zoologie, même sur des éléments de géologie, puisqu'il s'est appuyé beaucoup sur la géologie, et c'est ça qui lui a permis de comprendre que ces processus n'étaient pas très perceptibles parce que c'est sur de la très très longue durée que ça se joue, et les géologues avaient bien compris ça avant les biologistes. Donc, eux, ils ont exactement la même division du travail, avec des choses très précises, et on ne peut pas dire que ce soit des travaux anecdotiques. C'est pas le problème. Ils sont spécialisés, ils sont très limités. Mais ces univers ont accepté qu'il y ait des gens qui fassent la synthèse de ces travaux. Il y a eu des synthèses, d'ailleurs, des propositions de synthèse très différentes. Il y a eu Lamarck, il y a eu Darwin, il y en a eu d'autres, et d'autres depuis essayent de recomposer tout ça. Et c'est la même chose pour la physique. Quelqu'un comme Einstein est un physicien théorique, comme on dit. La physique théorique existe, elle est légitime. Aujourd'hui, et une physique théorique, je précise, qui n'est pas une physique spéculative. C'est une physique qui s'appuie sur les résultats des travaux spécialisés.
Les uns travaillent sur l'électricité, d'autres sur tel ou tel type de force, sur tel ou tel type de phénomène physique. Et vous avez quelqu'un comme Einstein, ou d'ailleurs avant lui Newton, qui arrive à trouver une manière de relier un certain nombre de faits qui semblent être de nature très très différente. Quel rapport a priori, alors maintenant on le sait, mais quel rapport a priori il y a entre un raz-de-marée, le mouvement des planètes, la chute des corps, etc. Ben, c'est Newton qui nous l'a appris. Et du coup, il y a de la physique théorique, il y a une théorie cadre darwinienne. Il n'y a pas un biologiste aujourd'hui qui soit biologiste moléculaire, cellulaire, de l'organisme, des populations, etc., qui ne travaille pas dans un cadre darwinien. Or, dès lors qu'on est dans les sciences sociales, les gens commencent à dire ça n'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça, ça n'a pas de sens, et en plus, pour qui vous vous prenez? Ça, c'est la question qui vient très. D'ailleurs, c'est la première question. C'est pourquoi tu veux faire quelque chose qu'on ne serait pas, nous, capables de faire. Ça c'est vraiment le. J'aurais dû d'ailleurs l'écrire, mais ça agacerait encore plus un certain nombre de collègues. Mais au fond, c'est l'idée que quelqu'un qui veut faire de la synthèse est quelqu'un de prétentieux. Donc, il y a des critiques qui relèvent de ça, et ça prouve que nous ne sommes vraiment pas matures du point de vue scientifique, parce que ça nous empêche justement cette complémentarité des monographies et des grandes synthèses. Et en plus, je réponds souvent, quand on a le courage de me poser la question, que moi-même, j'ai produit des monographies pendant 30 ans. Donc, je ne vois pas pourquoi je cracherais sur mon propre travail. C'est pas le problème. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir du temps, d'y croire, parce que si on croit que c'est pas possible, ben on le fait pas. Mais quand on a du temps, qu'on pense que c'est utile, que c'est même très nécessaire pour avancer, eh bien, on se dit, voilà, il faut faire de la synthèse, et de la bonne synthèse, c'est-à-dire une synthèse qui s'appuie sur des travaux empiriques tout à fait fondés, tout à fait sérieux, robustes, tant sur le plan argumentatif que des preuves qui sont avancées. Donc moi, c'est ça que j'ai voulu faire. Alors après, une fois avoir dit ça, donc c'est pas une question de science anecdotique, etc., mais d'articulation, et d'une division du travail mieux conçue, en fait. Il y a la question que vous posiez du social et du culturel. Alors, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais voilà, c'était implicite. J'ai dit, bah, il y a de très nombreuses espèces dans le vivant qui sont sociales. Les éthologues ont même fait une différence entre des animaux dits solitaires et des animaux sociaux. Bon. Alors, certains qui rentrent dans le détail de ces choses-là disent les animaux solitaires, totalement solitaires, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que il faut au minimum. Alors, si vous prenez par exemple sur les mammifères, bon, vous avez des mammifères qui sont obligés de copuler pour se reproduire, et même s'il y a une vie solitaire, à un moment donné, il faut qu'il y ait des interactions sociales, des rencontres. Les mâles peuvent vivre à l'écart des femelles jusqu'à la saison des amours quand même. Les femelles sont bien obligées de s'occuper de leurs petits, qu'elles portent d'abord en eux, puis après, il faut bien qu'elles les protègent, qu'elles les nourrissent, etc. Donc, il y a toujours un minimum de vie sociale. Mais quand on dit il y a des animaux solitaires et des animaux sociaux, c'est pour dire qu'il y a des formes encore plus évidentes de vie en société, au-delà de la simple famille. Parce que souvent, c'est vraiment la famille qui est constitutive de ces micro-sociétés animales. Par exemple, la meute de loups, c'est une famille, en fait. Quand on dit le mâle alpha ou le couple alpha, c'est le père et la mère, avec beaucoup de progéniture, et puis au bout d'un moment, les mâles s'en vont quand ils sont arrivés à maturité sexuelle pour créer une autre meute et se reproduire avec une femelle et reformer une grande meute. Voilà. Donc, il y a de la vie sociale,
Chez les insectes eusociaux, alors on sait les termites, les fourmis, les abeilles, les guêpes, etc. Mais évidemment, chez les oiseaux, chez les mammifères, etc. Et ça, c'est très très bien documenté par une éthologie qui existe depuis environ 70 ans. Et ça n'est pas lu par les chercheurs en sciences sociales. Donc, il y a- il y a des travaux qui portent sur le social, sur l'organisation sociale, et qui ne sont pas lus par des sociologues, ou par des anthropologues, ou par des historiens, etc. On voit bien que cet aspect social est indépendant du niveau de culture. Alors c'est compliqué, parce que même la culture est présente dans de très nombreux taxons. La culture, c'est ce qui se transmet. C'est des choses, certains, généralement les plus âgés, savent des choses, ont de l'expérience, et le transmettre, alors généralement, c'est pas une transmission voulue, explicite, etc., mais ça se transmet à travers des phénomènes d'imitation, d'identification des petits aux plus âgés, du fait que les petits sont toujours avec les adultes, ils les voient faire, ils savent enfin les techniques pour se nourrir, pour se protéger des prédateurs, etc. Tout ça, ils l'apprennent et ça se transmet. Il y a même des techniques qui se transmettent, hein, des techniques pour casser les noix chez les chimpanzés, des choses comme ça. Donc ça, c'est de la culture, mais on voit bien qu'ils en ont beaucoup moins que nous. Nous, on est rentré dans un processus de transmission culturelle qui nous amène à l'explosion, en fait. Une sorte de take-off culturel. Pendant très longtemps, le genre homo est resté dans un état très très faible d'un point de vue culturel. Et puis, quand ça a commencé à décoller, ça n'a cessé de monter. Au point qu'aujourd'hui, on a des artefacts culturels dans tous les sens, c'est-à-dire des objets que nous avons construits, nous avons des savoirs de plus en plus complexes et qui se sont accumulés au point que plus personne ne peut maîtriser l'ensemble du savoir produit par des humains sur Terre. Il faut de la division du travail, il faut des spécialistes, il faut tout ça. Mais on voit bien que le social n'est pas le culturel. Et généralement, les sociologues, les anthropologues, les historiens pensent ne différencient pas les deux et pensent que tout est culturel. Or, le social est très contraint par les propriétés biologiques de départ. Je donne un exemple dans mon dernier livre d'entretien. Il y a une remarque d'un grand biologiste français qui s'appelait François Jacob qui disait, bon, il se trouve que le vivant s'est organisé de telle manière à ce que pour qu'il y ait reproduction biologique, il faut qu'il y ait des gamètes mâles et des gamètes femelles. Bon, il faut qu'il y ait une partition sexuée. Mais il dit, le vivant aurait très bien pu fonctionner avec trois. Faudrait s'y mettre à trois, quoi, pour se reproduire. Et il fait cette remarque assez incroyable comme biologiste. Il dit, et la vie des sociétés n'aurait pas du tout été les mêmes il avait fallu avoir des interactions à trois pour parvenir à se reproduire. Ça peut paraître idiot au départ. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui sont passés devant la remarque de François Jacob en se disant oui, bon, d'accord, et alors, bon. Mais en fait, il a profondément raison, parce qu'on ne voit plus les liens qu'il y a entre nos propriétés biologiques et en fait des invariants concernant la manière dont nous organisons socialement. Et notamment cette binarité qui a été remarquée par tous les anthropologues, par tous les gens qui travaillent sur les sociétés humaines. Il y a une binarité, et Françoise Héritier disait, en fait, cette binarité, elle est profondément liée à cette opposition entre mâle et femelle. C'est la base de nos perceptions dichotomiques du monde. On est dans des pensées binaires. Donc, même d'un point de vue cognitif, nos propriétés biologiques de base ont des conséquences sur la perception qu'on a du monde. Voilà. Or, la partition sexuée, personne ne l'a construite culturellement. Voilà.
Et aujourd'hui, on a une tendance à tout réduire à de la construction culturelle, c'est ce qu'on appelle le constructivisme culturel, et à dire que tout est culturellement construit. Alors, on dit généralement, parce qu'on ne différencie pas le social du culturel, tout est socialement construit. Mais en fait, non, le social, c'est la partie dure de nos structures sociales. Et le culturel, c'est effectivement quelque chose qui ne cesse de bouger parce que c'est des moyens d'adaptation dans de nouvelles situations. Euh, oui, c'est de nouvelles adaptations, c'est des manières de s'adapter. La culture est le moyen qui a été inventé dans l'histoire de l'évolution pour arriver à s'adapter plus rapidement que en laissant faire les processus de sélection naturelle qui durent des dizaines de milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années. Donc, la culture, c'est le moyen de s'adapter rapidement, et donc ça ne cesse de bouger. Et si on se concentre uniquement sur la culture, alors eh ben, on est perdu, parce que la variation culturelle, ça ne manque pas. Il n'y a que ça, en fait. Je vous donne juste un exemple qui est très, enfin, pour moi en tout cas, qui a été très éclairant, c'est sur l'évitement de l'inceste. L'évitement de l'inceste, Freud, puis Claude Lévi-Strauss, donc un psychanalyste, un anthropologue, disent l'évitement de l'inceste, alors ils disent le tabou de l'inceste, est constitutif de l'humanité. Bon, ils disent ça à une époque où il y a très peu d'éthologie et où on n'a pas vu qu'en fait l'évitement de l'inceste existe partout dans le vivant. Donc il y a des mécanismes qui font que, bon, alors vous observez des sociétés très très différentes, vous voyez, c'est soit les arrivés à maturité sexuelle, soit ce sont les mâles qui partent, soit ce sont les femelles qui partent. Et ils partent pour ne pas avoir à se reproduire avec leurs proches. Voilà. C'est les mécanismes qui existent partout. Donc on a dit, voilà, la culture, c'est évitement, enfin, tabou de l'inceste, évitement de l'inceste, et ça nous différencie de l'ensemble du règne animal. Nous découvrons factuellement que c'est faux, qu'il y a un évitement de l'inceste et des pratiques exogamiques, c'est-à-dire de départ de son groupe d'origine pour aller dans d'autres groupes pour aller se reproduire et éviter la consanguinité. Donc, il faut tenir compte de ça. Il y a des gens qui vont rajouter, oui, mais le tabou, ça ne s'exprime pas du tout de la même façon dans telle société, dans telle autre, à telle époque ou à telle autre époque, etc. Et c'est là qu'on tombe sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la variation culturelle, ça ne manque pas. Si on commence à regarder toutes les justifications dans l'histoire de l'humanité de pourquoi on ne couche pas avec sa sœur, pourquoi on ne couche pas avec sa fille, avec son fils, etc., eh bien, c'est un travail infini. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. On peut étudier les différentes formes, les différentes justifications, etc. Et même les différentes justifications, alors ça c'est spécifique à l'espèce humaine, pour quand même commettre l'inceste en trouvant ça normal. Parce que c'est aussi ça, peut-être une spécificité de l'espèce humaine, c'est la capacité à trouver des moyens d'exception pour quand même pratiquer l'inceste de manière légitime, de manière légale, on va dire, du point de vue de la société en question. Mais vous voyez, si on commence à regarder, à dire, ah ben oui, mais rien ne ressemble à rien. Il y a des discours sur la justification du tabou de l'inceste très différents dans les sociétés les plus différentes. À ce moment-là, on ne voit pas l'invariant, l'évitement de l'inceste, et un invariant qui concerne d'autres espèces et pas que la nôtre. Donc vous voyez, à travers cet exemple-là, j'essaie de montrer les raisons pour lesquelles on a un intérêt à avoir des comparaisons interspécifiques et les raisons aussi de ne pas aller droit aux variations culturelles et à dire il n'y a rien qui ressemble à rien, chaque fois c'est différent. Non, il y a quand même, et ça on peut reconnaître
enfin, on peut attribuer cet apport à Freud et à Lévi-Strauss, de rappeler que cet évitement de l'inceste est universel dans les sociétés humaines. C'est très important parce que c'est un invariant, effectivement, des sociétés humaines. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein d'exceptions, de contre-exemples, mais ce sont des contre-exemples. Ce n'est pas les lois, ce n'est pas les régularités les plus grandes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, tout à fait, merci. Du coup, j'en profite parce que vous revenez sur cette idée donc de loi et d'invariant. Et en fait, quand on entend ça, et c'est aussi ce que vous expliquez dans le livre, vous construisez un projet qui va contre une tradition sociologique qui a commencé à Weber, mais on peut penser aussi à Bourdieu et Passeron qui voyaient la science sociale comme toujours dépendante de son contexte, donc à une époque donnée, à un endroit donné. Vous vous détachez de cette tradition, pourtant vous en êtes issu. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure vous vous en détachez justement ? Alors, oui, alors c'est vrai pour Weber, très clairement, c'est vrai pour Passeron, très clairement, c'est pas le cas de Bourdieu. Bourdieu, enfin, quand on lui disait oui, mais enfin, ce que vous produisez comme savoir sociologique, c'est tout à fait dépendant du contexte. Comment, alors que vous occupez une position sociale particulière, que vous êtes dans un contexte historique donné, comment produire du savoir général, universel, scientifiquement valide, etc., alors que vous faites partie de l'histoire et vous occupez un point dans l'espace social et dans l'histoire. Et lui, il répondait que c'était vraiment une question de bac de philo. Vous voyez à quel point il n'était pas d'accord avec cette position-là. Il disait qu'en fait, nous pouvons produire du savoir très, très général parce que nous avons la possibilité de tenir compte justement dans l'analyse de la position qu'on peut avoir. C'est-à-dire que ça, mais les sciences physiques n'ont pas fait autre chose. C'est parce que Einstein s'est posé la question de quelle position j'occupe dans l'espace quand j'observe un déplacement, le déplacement d'un train, par exemple, etc. Il a vu que sa théorie de la relativité générale, c'est arrivé à comprendre que ça dépendait du point de vue de l'observateur et que du coup, pour comprendre l'ensemble, il fallait sortir d'une conception qui ne tiendrait pas compte du point de vue à partir duquel on peut l'exprimer. C'est un peu compliqué, mais la théorie de la relativité générale n'a rien de relative, en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent, vous voyez, même Einstein. Non, Einstein, il n'est pas relativiste du tout. Il pense que ce qui dégage comme fonctionnement, comme loi de fonctionnement de l'univers, est quelque chose de vrai universellement. Mais il a tenu compte de son point de vue et du point de vue de chaque observateur pour arriver à constituer ce qu'il a constitué. Bon. Weber, clairement, et Passeron, Jean-Claude Passeron, qui a poursuivi le travail de Weber, tout à fait explicitement, en disant que c'était une manière weberienne de concevoir l'épistémologie des sciences sociales, ce sont des gens qui ont insisté sur le fait que les sciences sociales resteraient éternellement jeunes, comme disait Weber, c'est-à-dire qu'elles sont vouées à recommencer en permanence. À remonter, c'est un peu le mythe de Sisyphe, vous montez la pierre avec un travail, et puis après, quand il y a quelqu'un qui se met à travailler sur des choses proches ou sur le même type de phénomène, il est obligé de repartir à zéro, il doit remonter sa propre pierre, etc. En fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de progrès possible, il n'y a pas de cumulativité possible, et bon, il y a plein de raisons qui sont évoquées, qui ne sont pas les mêmes chez Weber et chez Passeron. Passeron, par exemple, insistait sur le fait que nous ne sommes pas des sciences expérimentales. Bon, il oubliait le fait que la cosmologie, l'astrophysique n'est pas expérimentale, que la biologie évolutive darwinienne n'est absolument pas expérimentale, la météorologie n'est pas expérimentale.
Je pourrais vous citer des tonnes de sciences qui ne sont absolument pas des sciences expérimentales, mais des sciences de l'observation et de la mesure. Or, nous sommes des sciences de l'observation et de la mesure. Voilà. Donc, ça ne nous différencie pas particulièrement. L'idée aussi que c'est parce que ça ne cesse de bouger. Ah, voilà, nous sommes l'objet des sociologues, historiens ou anthropologues. C'est un objet qui ne cesse de bouger, d'évoluer dans l'histoire. Donc, comment dégager des lois générales pour des objets qui ne cessent de bouger? Bah, on voit bien si on transpose que pour Darwin, c'est exactement le même problème. Depuis le début, depuis notre premier, enfin l'ancêtre commun à tous les êtres vivants d'aujourd'hui, depuis Lucas, ce qu'on appelle Lucas, le Last Universal Common Ancestor, bah, les espèces n'ont cessé d'évoluer. On est passé d'unicellulaires à des pluricellulaires. On est passé on a eu des prokaryotes, des eucaryotes, et puis on a eu voilà, une division du règne végétal avec le règne animal, mais on possède tous des propriétés communes qui nous viennent du départ, et ça n'a cessé de bouger. Alors comment quelqu'un comme Darwin a pu dégager des lois générales sur un terrain aussi mouvant? Par définition, la théorie de l'évolution, c'est des choses qui évoluent. On parlait de transformisme à l'époque, tout se transforme en permanence. Il n'y a pas les théories fixistes, des théories plutôt liées à la religion. Bon, voilà, Dieu a créé toutes les espèces en même temps, il y a environ 6000 ans. Bon, quelques millions, quelques milliards d'années de différence. Et voilà. Donc, c'est pas un argument. C'est pas parce que l'objet bouge, l'univers bouge en permanence. Il y a des galaxies qui ont disparu. Il y a des planètes qui ont disparu. Il y a des étoiles qui naissent et qui disparaissent. Tout ça n'a rien de fixe. Il faut vraiment ne pas connaître les objets des physiciens, les objets des biologistes pour se dire que eux, ça ne bouge pas et nous, ça bouge. Donc, si vous voulez, il y a des mauvais arguments. Alors, selon moi, parce que les gens ne sont pas du tout formés scientifiquement, ils ne viennent pas de formation scientifique, ils ont eu des formations philosophiques, littéraires ou je ne sais quoi, et ils n'ont pas fait l'effort de se renseigner suffisamment sur ce que sont les sciences de la matière et de la vie. Donc voilà, moi je pense que qu'il n'y a pas d'obstacle majeur à la constitution d'une science comme les autres, voilà, qui formule des lois, qui formule des principes, qui dégage des mécanismes généraux, mais il ne faut pas être convaincu que ça n'est pas possible. Il y a un mot de Norbert Elias que j'aime beaucoup. Il dit quand on croit qu'on peut rien trouver, on ne trouvera jamais. Quand on est persuadé qu'il n'y a rien à découvrir, on ne va pas le découvrir. Donc, si vous voulez, c'est ça aussi qui est bloquant. Moi, j'ai des collègues qui me disent oui, mais tu sais, l'épistémologie, ça sert à rien. Est-ce qu'il faut vraiment critiquer l'épistémologie, etc. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de collègues qui lisent pas une ligne d'épistémologie. Ça ne les empêche pas de faire des travaux corrects, rigoureux, etc. Mais quand une épistémologie vient vous dire que ça n'est même pas la peine d'aller chercher dans ce sens-là, ça vous bloque. Et quand vous n'avez entendu aucun de vos profs dire si, c'est possible de dégager des lois, de dégager des principes, et on va s'y mettre, et on va commencer par celles qui nous paraissent les plus évidentes. Moi, parmi les lois qui m'ont paru les plus évidentes, parce que j'ai travaillé longuement sur des sujets autour de ça, c'est les lois de la reproduction. Les lois de la reproduction sociale. Toute société humaine cherche à se reproduire. Et donc, il y a des mécanismes qui permettent une certaine inertie, qui fait que ça ne peut pas bouger tous les jours. À la fois, ça ne cesse de bouger tous les jours, voilà. Mais
Par exemple, ça fait quand même quelques siècles que nous sommes dans des systèmes capitalistes. Alors, on peut toujours dire que ça a évolué, que c'est pas le même capitalisme qu'avant, etc. Mais les bases sont les mêmes. Et il faut très longtemps avant que ça bougera, ça changera. Ça, il ne faut pas être grand clair pour savoir que, comme les autres modes de production, un jour, ça s'épuisera. Ou alors, on s'épuisera avant. C'est-à-dire que l'espèce disparaîtra. C'est une option pas complètement improbable, hein. Mais voilà, donc il y a des forces d'inertie, il y a des lois de la reproduction. Plutôt que de réinventer l'eau tiède à chaque monographie pour dire ah ben, je vérifie qu'il y a bien des lois de reproduction, voilà, les inégalités se maintiennent ou s'accroissent, etc. Parce que c'est à la fois des lois de reproduction et d'extension quand c'est possible. Je l'ai formulé comme ça, c'est-à-dire que toute structure sociale cherche soit à s'étendre, soit au minimum à se maintenir. Voilà, et essaye de lutter contre toutes les perturbations possibles qui pourraient la remettre en cause. Donc ça résiste, ça résiste, ça résiste en permanence jusqu'au moment où ça résiste. Parce qu'il y a d'autres forces. Ça c'est intéressant, c'est que les lois de la reproduction, il y a des gens qui vont vous dire oui, mais les changements historiques montrent bien que ça ne se reproduit pas. Ah oui, mais enfin, c'est comme la chute des corps. On sait que les corps tombent à la même vitesse, au même moment, quel que soit leur poids, mais les gens vont vous dire, bah non, mais on voit bien qu'une plume, ça descend beaucoup plus lentement qu'un piano que vous jetteriez de la même hauteur. Bah oui, mais parce qu'il y a la loi de la gravité et il y a d'autres lois qui viennent comment dire, moduler les effets de la loi de la gravité. C'est les lois de la résistance de l'air, par exemple. Et en fonction de la surface, c'est un piano, une plume, de la masse, de la composition même, une plume, c'est bien fait pour virevolter, etc. Ben, ça va modifier le comportement de la plume ou du piano. Donc c'est la même chose pour le monde social. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs lois qui fonctionnent en même temps et elles se contredisent, elles se contrecarrent. Et ce que nous voyons dans le monde social quand nous l'observons, c'est le produit de la combinaison de toutes ces lois, de toutes ces forces. Et en plus, dans des états culturels qui ne cessent de varier. Donc c'est très compliqué. Et quand on n'arrive pas à débrouiller toutes ces choses-là, eh ben on reste dans l'état des sciences sociales. Darwin, lui, il a une formule que je cite, je ne sais plus, je crois que c'est dans les structures fondamentales des sociétés humaines. Il dit, vous voyez, il y a un talus enchevêtré, voilà, avec des plantes de toutes sortes, des buissons, etc. On voit des papillons, on voit des vers, il y a des formes de vie animale très très différentes. Et il dit, ce truc-là est très très complexe. C'est un simple petit talus, déjà vous avez un monde d'une complexité incroyable. Et il dit, et malgré ça, ce monde est gouverné par trois lois. C'est les lois de l'évolution, qui sont la variabilité permanente du vivant, l'hérédité, la transmission en fait des propriétés d'une génération à l'autre quand on se reproduit, et la sélection naturelle qui opère en fonction de la pression sélective exercée par l'environnement. Bon, donc il dit derrière ce truc-là, ce talus enchevêtré avec tous ces... On a l'image en tête, hein, on a tous été à la campagne à un moment, même si nous sommes très urbains. On a bien cette image. Comment dégager de ce truc très compliqué avec un bourdon qui passe, un ver, un truc, un scarabée ou je ne sais quoi, avec plein de plantes et tout ça. Comment dégager d'un truc aussi compliqué des lois? Ah oui, bah, ils l'ont fait. Darwin l'a fait. Et c'est ça la science, en fait. Voilà. Très bien, c'est très clair. Alors du coup, pour être un petit peu plus précis, vous parlez dans ce livre, mais vous en parliez déjà dans le précédent, de quelque chose qui est central pour vous, c'est l'altricialité secondaire.
Alors évidemment, pour le grand public, c'est pas évident de savoir ce que c'est, mais pour vous, c'est quelque chose qui détermine nos comportements sociaux et qui va pouvoir créer voilà, une forme de loi dont vous parliez à l'instant, donc une loi qui va créer une sorte d'inertie, si je comprends bien, dans la société. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la facilité secondaire et pourquoi est-ce que pour vous c'est si crucial dans nos comportements sociaux? Alors, ça se comprend assez facilement, c'est un terme très technique et voilà qu'il faut utiliser précisément. Beaucoup de gens dans l'histoire ont parlé de néothénie, mais en fait la néothénie c'est pas ça, c'est la caractéristique d'espèces qui restent dans le même état toute leur vie. Ils naissent larves et ils meurent dans la même forme qu'à l'état de larve, ce qui est quand même pas notre cas. Donc, pour être précis, nous ne sommes pas une espèce néothène qui garde ses caractéristiques juvéniles, voilà, toute sa vie. En revanche, l'altricialité, alors c'est un continuum. Il faut comprendre que c'est pas une case précise. Voilà, il y a un continuum qui va de la plus grande précocité à la plus grande altricialité. Alors, ça veut dire quoi? Bah, précocité, c'est les espèces où la progéniture, en fait, parfois ne connaît même pas ses parents. Si on va au bout de la précocité, bah, en fait, vous regardez les tortues de mer, il y a un rapport sexuel entre un mâle et une femelle, le mâle s'en va, la femelle reste avec, voilà, elle a été fécondée, elle va déposer ses œufs dans un grand trou qu'elle va creuser sur une plage, elle va recouvrir ça de sable, elle s'en va, et les petits vont voilà, apparaître à un moment donné et essayer de rejoindre la mer. Et la plupart se font quand même manger par des oiseaux qui en font leur repas. Bah, ces petits n'auront jamais connu leurs parents. Alors ça, c'est vraiment le degré maximal de précocité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas d'accompagnement des petits par les parents. Et après, on va vers des espèces qui ont un peu plus de soins parentaux. Les éthologues, vous trouvez une littérature scientifique énorme sur les soins parentaux apportés par les différentes espèces animales. Ces soins parentaux, ils peuvent durer une semaine, ils peuvent durer 3 semaines, quelques mois, etc. Et là, on va de plus en plus vers ce qu'on appelle de l'altricialité. C'est-à-dire que c'est une longue période de dépendance des petits euh, vis-à-vis des adultes et notamment des parents, généralement de la mère. Surtout chez les mammifères. La mère est centrale parce elle a eu la charge de la gestation et qu'en plus il y a eu l'allaitement, etc. Donc, on va vers de plus en plus d'altricialité. Bon, si vous voulez, chez les mammifères, ce sont les primates qui sont les plus altriciels. Nous sommes des primates, hein, il faut le rappeler. Les humains sont une des branches des grands singes. Euh, donc, parmi les mammifères, les plus altriciels sont les primates, et parmi les primates, les plus altriciels, donc nous sommes champions toute catégorie d'altricialité, et c'est une altricialité qu'on appelle secondaire parce que, en fait, le bébé humain naît avec plein de capacités que d'autres n'ont pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas si il est en partie précoce. Alors, un bébé humain est capable très rapidement d'entendre, de voir, de suivre les mouvements de ses parents, de chercher le regard de ses parents. On lui sourit, il sourit, on fronce les sourcils, il fronce les sourcils, etc. Ils ont ces capacités mimétiques très tôt, etc. Et en même temps, ils sont extrêmement vulnérables et extrêmement dépendants, puisque ils n'ont pas de tonicité musculaire, ils peuvent pas se débrouiller par eux-mêmes, ils peuvent pas gambader. On sait le temps qu'il faut pour arriver à marcher, pour arriver à avoir des dents pour, euh, pour se nourrir en mangeant des aliments un peu durs, etc., etc.
Donc c'est un très long développement extra-utérin, à l'extérieur de l'utérus, dans des conditions d'interaction sociale. C'est intéressant. Nous naissons prématurés, clairement. Nous naissons alors qu'on est loin d'avoir terminé notre développement. Donc ça veut dire qu'on est hyper vulnérable, que les parents ou les adultes plus généralement sont obligés d'être autour des bébés en permanence, qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, comme on disait à une époque, parce que c'est voilà, ils savent pas tous les dangers qu'il y a, ils savent pas tous les risques qu'il y a autour d'eux, et du coup, on appelle ça de l'altricialité secondaire, et ça crée il y a 2 types de conséquences sociales. Je parlais au début des conséquences sociales des propriétés biologiques. L'altricialité secondaire, c'est une propriété biologique, liée, à la fois à la bipédie parce que faire des bassins plutôt étroits chez les mères, et qu'à un moment donné, dans le même temps, les humains vont avoir enfin les primates vont avoir de plus en plus des grosses têtes, des gros cerveaux. Donc à un moment donné, il y a un dilemme. C'est-à-dire que si on le laisse se développer trop à l'intérieur de la mer, il peut plus sortir. Bon. Si, on le laisse, sortir, à ce moment-là, il n'est pas terminé, il n'est pas achevé, son développement est loin d'être achevé, et du coup, il va falloir compenser cette vulnérabilité par une présence constante. D'où l'aspect énergivore, chronophage, et cetera, de l'éducation des enfants. Tous ceux qui ont eu des enfants le savent, les autres peuvent éventuellement l'ignorer ou regarder avec un peu de compassion les parents, se détruire petit à petit dans les premières années. Donc, heu, il y a une très grande dépendance. Donc ça, il va y avoir 2 conséquences sociales de cette propriété biologique. C'est d'une part la nécessité, alors par exemple l'accouchement très difficile. L'accouchement humain, c'est l'accouchement plus difficile. C'est ce qui a causé le plus de morts au début dans l'histoire de l'humanité parce que la mère peut mourir, l'enfant peut mourir. Donc pour arriver, quand une espèce, veut survivre, il faut qu'elle trouve les moyens de compenser des problèmes, et ça, c'est un sacré problème, l'accouchement d'un petit humain. Donc il y a eu une socialisation des accouchements. Beaucoup de paléoanthropologues disent, le plus vieux métier du monde, c'est sage-femme, parce qu'il a fallu, en permanence et c'est souvent des femmes, les hommes sont souvent mis à l'écart, dans les sociétés, de chasseurs-cueilleurs, par exemple, qui ont pu être étudiées. On voit, que plusieurs femmes sont là pour aider la mère à accoucher. Bon, donc il y a une sorte de socialisation de l'accouchement, il faut s'y mettre à plusieurs, il faut être solidaire. Et puis après, pour s'occuper d'un enfant, il faut être à plusieurs. Les Africains disent il faut tout un village pour éduquer un enfant. C'est pas juste comme ça une formule et un proverbe qui servira à rien. D'ailleurs, la plupart des proverbes sont là justement pour dire des choses tout à fait essentielles. Et effectivement, c'est de l'élevage coopératif, comme on dit, techniquement en éthologie. Il faut être plusieurs pour arriver à s'occuper d'un petit humain. Donc ça veut dire que ça pousse à de la solidarité, à de l'entraide, à de la coopération, et ça, je dirais, c'est la face claire, du phénomène des conséquences sociales, de l'altricialité secondaire. C'est, que ça renforce la coopération sociale. C'est il n'y a pas le choix pour survivre, il faut s'entraider, il faut coopérer, il faut aider, les mères, et cetera. Un autre aspect positif, mais qui est toujours lié et qui, qui n'est pas sans lien avec le tout premier, c'est le fait que les mères ont à s'occuper tellement de leurs petits qu'elles développent des dispositions altruistes. Les Darwin disait en fait que les femmes, dans leur expérience de mère, sont la base
de nos civilisations, c'est-à-dire basée sur l'altruisme, sur le fait que on va pas se débarrasser des plus vulnérables. Si on se débarrassait des plus vulnérables, il y aurait plus d'enfants humains et donc plus d'espèces humaines. Euh, il dit c'est cet instinct social. Darwin parle d'instinct social. Ben oui, il faut se sacrifier, il faut donner beaucoup de son temps, beaucoup de soi pour arriver à faire survivre un enfant humain. Il faut bien penser aux conditions dans les premières sociétés humaines, hein, de la venue au monde, alors qu'il y a des prédateurs autour, parce qu'il y a aussi des guerres entre groupes, etc. Donc c'est extrêmement dangereux. Et donc il y a des dispositions altruistes qui peuvent s'installer très fortement dans l'espèce humaine de ce fait-là, de la nécessité de s'occuper des petits. Et puis il y a une face sombre, et c'est celle-là sur laquelle j'ai le plus insisté, parce que les paléoanthropologues ont souvent insisté sur l'altruisme, et ils ont tout à fait raison, évidemment, mais il y a aussi une phase plus sombre du phénomène, c'est le fait que cette relation entre les petits et les parents ou les adultes, c'est une relation de dépendance. C'est-à-dire, les petits étant très vulnérables, ils restent sous dépendance des adultes pendant très longtemps. Ce qui crée, pour le coup, culturellement, des dispositions à la, à la dépendance, et ça nous met d'emblée, pour des raisons biologiques de départ, dans des rapports de domination-dépendance. Certes, les parents sont bienveillants, mais les parents sanctionnent, les parents punissent. On sait bien, pour un certain nombre de cas, que les parents peuvent tuer leurs petits, peuvent les abandonner, ont pouvoir de vie et de mort sur eux. Et ça va jusqu'à l'autorisation en Grèce antique du père de famille il a pouvoir de vie et de mort sur ses enfants. Il a le droit tout à fait légalement de tuer ses enfants s'il juge qu'ils ne se comportent pas bien, etc. Donc il y a en fait un rapport de domination des adultes sur les enfants, et, et en plus un rapport de domination qui va durer longtemps. C'est à la fois la longue dépendance, on va dire, biologique, voilà, pour arriver à trouver un début d'autonomie, qui se conjugue avec une dépendance culturelle. Parce que la spécificité aussi de l'espèce humaine, c'est que plus on est dans des sociétés qui accumulent de la culture, plus il faut aussi transmettre cette culture. La reproduction, la survie de l'espèce passe par une reproduction biologique, classiquement, comme dans toutes les autres espèces, mais aussi par une reproduction culturelle. Parce que si vous n'avez pas les savoirs adaptés à la situation où vous vivez, vous ne survivez pas. Vous ne survivez pas. C'est pas parce que on a évité les prédateurs qu'on vous a donné à manger, etc., que vous allez pouvoir vous débrouiller dans un monde qui dépend, à un moment ou à un autre, d'un état culturel donné. Donc, il y a une longue dépendance euh, des enfants, et voire des adolescents, et aujourd'hui des post-adolescents que sont les étudiants qui font des longues études. Ils sont des improductifs au sens des anthropologues, c'est des gens qui ne contribuent pas à l'économie, à la production du groupe, etc., et qui sont très dépendants d'adultes qui les dominent. Donc, on a cette matrice-là dès le départ de domination-dépendance. Et en fait, j'ai essayé de montrer que cette matrice de relation de domination-dépendance va se retrouver dans des contextes extrêmement différents. Dans des contextes magico-religieux, les rapports hommes-femmes, dans les rapports même politiques, des chefs ou des gouvernants par rapport à leurs gouvernés, des hommes par rapport, enfin des humains par rapport aux animaux qu'ils domestiquent, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très très large comme conséquence, et personne ne voyait les liens entre ces différents rapports de domination-dépendance, alors que l'origine de ça,
qui s'est diffusé partout, c'est cette expérience universelle de dépendance et de domination adulte-enfant. Voilà. Après, je peux détailler, mais pour faire comprendre, par exemple, dans le magico-religieux, comment ça fonctionne, etc. Mais à chaque fois, c'est des rapports de protecteur à protégé, Mhm. euh, d'autonome à dépendant, ou d'indépendant à dépendant, etc. Non, c'est très clair. Et du coup, par rapport à ça, donc c'est une critique que vous citez dans le livre et qui me semble intéressante. On vous a reproché, avec donc ce concept d'altérité secondaire, de vous focaliser sur la cellule familiale. Un peu comme Freud l'avait fait avant, avec voilà, son concept d'Oedipe, etc. Est-ce que, du coup, par là, vous négligez pas d'autres formes de déterminants sociaux, en fait, que la famille? Alors, oui, c'est un reproche bizarre parce qu'en fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte. Parce que ils ont l'impression que je suis saisi d'un familialisme très conservateur, etc. Alors que, en fait, c'est une question de survie de l'espèce. Je n'invente pas. Je n'invente pas la situation que je décris. C'est des biologistes, des éthologues, etc., qui décrivent ces développements ontogénétiques des différentes espèces. Et on voit bien que ce qui se joue dans les différentes espèces est très différent en fonction du degré d'altricialité ou de précocité des petits. Et j'insiste dans tout l'ouvrage, dans les structures fondamentales des sociétés humaines, sur le fait, d'ailleurs je l'ai fait là en permanence, sur le fait que c'est les parents ou plus généralement les adultes. Et je dis qu'il y a des collectifs qui coopèrent pour éduquer, pour protéger les enfants, etc. etc. Donc le problème, c'est pas la famille. La famille n'a cessé de bouger, n'a cessé de se transformer. Il y a pas une famille universelle, la famille nucléaire, etc. etc. Euh, mais euh, moi, le point que je souligne, c'est le fait que nous vivons tous, c'est une expérience universelle liée aux propriétés de notre espèce, cette longue dépendance à l'égard des adultes. Voilà ce que je dis. Et j'essaye d'en tirer les conséquences, parce que le fait d'être, au départ, c'est une propriété biologique, elle a des conséquences immédiatement sociales, c'est-à-dire c'est un rapport de domination sociale entre les parents et les enfants, même si les parents aiment beaucoup leurs enfants, ils dominent leurs enfants par leur puissance, par leur force, par le fait qu'ils sont déjà autonomes, qu'ils ont du savoir et que les enfants n'ont pas de savoir, etc. etc. Il y a ce rapport de domination. Il faut en tenir compte pour arriver à comprendre ce que c'est que cette espèce humaine avec une obsession des rapports de domination finalement. En plus, aujourd'hui, on est dans une époque où il y a beaucoup de luttes contre toutes les formes de domination. Bah, il est temps de s'interroger pourquoi, au bout de 300 000 ans, on a de la domination. Pourquoi il y a eu des formes de domination dans toutes les sociétés humaines. C'est quand vous voyez d'ailleurs euh, quand vous faites un peu le tour des travaux sur les grands singes, hein, sur nos cousins les plus proches, et sur les premières sociétés humaines connues, bah, en fait, on retrouve deux points constants en termes de rapport de domination. C'est la domination des vieux sur les jeunes et la domination des mâles sur les femelles. Donc là, il y a quelque chose qui traverse les espèces. C'est pas le cas de tous les primates, hein, je précise. Et puis on sait, les bonobos ne fonctionnent pas comme les chimpanzés, alors que ce sont aussi des cousins. Donc toutes ces choses-là sont compliquées, mais en fait, il y a des rapports de domination dans toutes les espèces connues. C'est pas quelque chose de propre à l'humain, et on voit pas pourquoi l'humain n'aurait pas eu de rapport de domination. Dès qu'il y a des formes de vie sociale, vous avez des formes de domination, pas tout à fait les mêmes, qui fonctionnent pas selon les mêmes modalités, etc. Et donc, il faut s'interroger là-dessus.
Moi, c'est pas une obsession sur la famille, loin de là. Mais par contre, ce qu'on voit côté familial, c'est que il n'y a pas il y a pas de société humaine connue qui n'aurait pas eu une forme de famille. Donc, ça fait partie des invariants des sociétés humaines. Vous avez de la parenté dans des systèmes de parenté dans toutes les sociétés humaines, et vous avez des formes familiales dans toutes les sociétés humaines. Voilà. Donc ça aussi, ça devrait interroger ce grand invariant avec, encore une fois, des variations considérables, mais enfin considérables. Euh, Françoise Héritier rappelait qu'on n'a que 6 systèmes de parenté connus. Quand on nous parle d'infinité de variations possibles, etc., non, 6, c'est pas infini, quoi. Alors c'est une critique qui rejoint un petit peu celle que je vous ai faite, mais on sent que c'est une critique de personnes qui voient peut-être dans vos travaux une façon de fixer un petit peu les choses et de revenir à, par exemple, alors vous vous en défendez dans le livre, à la sociobiologie de Edward Wilson par exemple, où en fait l'idée c'est que puisque les lois biologiques sont ainsi, les conséquences sociales ne peuvent être autrement, et donc il y a une forme de normalisation, ou en tout cas, ça rend un peu fixe les inégalités. Donc, si je reprends ce que vous disiez sur le rapport entre un enfant et sa mère, et que par exemple chez les mammifères, c'est plus les mères qui s'occupent des enfants, on va vous reprocher de naturaliser cette relation où la mère s'occupe des enfants, et donc de naturaliser l'exploitation domestique, par exemple. Est-ce que vous pouvez, donc vous en expliquez dans le livre, mais est-ce qu'on peut voilà, revenir un petit peu, par exemple, sur cet exemple de la domination masculine? Euh, Comment vous vous sortez de ce reproche qui a été fait avant à la sociobiologie, par exemple? Alors déjà sur la sociobiologie, il faut être vraiment de très mauvaise foi ou un très mauvais lecteur pour me reprocher de faire de la sociobiologie, puisque je dis très clairement les choses et mon rapport à la sociobiologie dans l'ouvrage. Après, il y a une forme, par rapport à Wilson, de diabolisation de ce chercheur, qui est un formidable chercheur spécialiste des fourmis, hein. Il n'y a pas un mot eugéniste dans son travail magistral et qui est toujours reconnu internationalement sur les structures sociales des fourmis. Donc, il faut, je pense, arriver déjà à un débat apaisé entre les sciences sociales et les sciences de la vie, sinon on n'avancera pas. Si on considère que tous les biologistes sont des eugénistes ou des nazis en puissance, on est mal parti, je pense, pour faire de l'interdisciplinarité. Donc il faut être un peu plus subtil que ça, lire les ouvrages. Bon, donc clairement, non, je n'ai pas de réductionnisme sociobiologique. Je n'explique pas le social par le biologique. Je dis les contraintes que fixe au départ la biologie de chaque espèce dans les formes d'organisation sociale, dans les éléments les plus invariants de nos structures sociales qui sont difficiles à modifier, effectivement. Mais je dis aussi qu'il y a de la transformation culturelle permanente. Donc, si on tient compte de tout et non pas, et qu'on ne fait pas dire la moitié de ce que j'ai dit, on comprend que, et qu'on on lit bien le chapitre aussi sur la domination masculine, où je dis justement que nous avons des conditions culturelles de transformation de ces rapports, par exemple, entre la mère et l'enfant. Si on s'arrête 2 secondes sur ce rapport mère-enfant, d'abord, premier constat, c'est que nos collègues éthologues qui travaillent sur les soins parentaux disent la très grande majorité, c'est autour de 90% des espèces de mammifères. Donc, être mammifère, c'est quoi? C'est gestation intra-utérine pour les femelles et allaitement. Voilà, 2 grandes conditions. C'est ça, être mammifère. Bon. Euh, Constat des éthologues,
cette situation a créé une division sexuelle des tâches qui, qui fait que, à 90%, c'est les femelles qui s'occupent seules. C'est du soin monoparental des mères vis-à-vis de leurs petits. Bon, nous sommes des mammifères. euh, il ne faut quand même pas s'étonner que nous ayons un problème du même type. C'est le minimum de choses qu'on puisse dire. On n'est pas sorti. Alors évidemment, les plus constructivistes pensent qu'on est sorti. Enfin, sont les plus idéalistes. C'est ce qui me désespère un peu parce que, enfin, la gauche est souvent liée au matérialisme, et notamment au matérialisme historique, etc. Enfin, il y a une grande tradition. Être de gauche, c'est pas penser que les idées mènent le monde, etc., ou que quand on veut, on peut, et ainsi de suite. C'est le rappel des conditions dans lesquelles nous vivons, des conditions d'existence. Les conditions biologiques sont aussi des conditions d'existence de départ. Et voilà. Donc, on a quelque chose de puissant qui amène à une division, enfin, la division sexuelle des tâches reproductives. Ben, les mâles ne portent pas les petits. Bon, c'est comme ça. C'est les femelles qui portent, elles allaitent, et pendant très longtemps dans l'histoire de l'humanité, il n'y avait pas d'autre moyen pour faire survivre ces petits que d'allaiter, et d'allaiter longtemps. En plus, plus l'allaitement était long, plus ça évitait de nouvelles grossesses. C'est un moyen de contraception naturel qui fonctionne pas à 100%, mais voilà, pour limiter le nombre des naissances, c'était aussi un moyen. Bon, on part de là. On part de cet attachement de la mère à l'enfant, de cette disposition altruiste qui est nécessairement liée à notre condition de mammifère. Mais vous voyez des reportages, des documentaires animaliers sur n'importe quelle espèce de mammifère, vous voyez comment les mères sont avec leurs enfants. Elles les protègent, elles les réchauffent, bon, ça nous fait d'ailleurs, ça fait généralement plaisir aux gens de voir ça en disant oh, c'est merveilleux. Même eux, même les bêtes sont aussi gentils avec leurs petits. Bah oui, ils sont gentils, oui, parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix si on veut se reproduire, si on veut que le petit puisse survivre dans l'environnement qui n'est pas forcément accueillant, qui a des aspects hostiles, voilà, que ce soit d'un point de vue climatique, des prédateurs, de tout ce qu'on veut. Donc, il y a cet aspect-là, et nous n'échappons pas en tant qu'humains à cette condition de mammifère. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une transformation culturelle. Et ça n'est pas un hasard si nous, aujourd'hui, pouvons envisager des rapports entre hommes et femmes beaucoup plus équilibrés. Parce que on a attaqué, en fait, on a desserré le lien mère-enfant. Il y a un lien très très fort qui se voit par exemple chez les mères chimpanzés. Alors les mères chimpanzés, elles n'acceptent même pas que d'autres femelles du même groupe puissent s'approcher de leurs petits. Donc elles sont attachées. Quand on dit une mère chimpanzé, ça veut dire que vraiment il ne faut pas s'approcher du petit. Elles sont focalisées sur le petit, elles le protègent. Tout pour elles est un danger potentiel, etc. Donc on a cette relation très forte, mais qui a été desserrée par plein de choses. Euh, les femmes ne sont pas obligées d'être mères. Les moyens de contraception, euh, les techniques d'avortement et la légalisation évidemment institutionnelle, juridique de l'avortement, euh, ont rendu possible une dissociation. On peut être femme sans être mère. C'est pas possible sur l'ensemble du groupe, parce que sinon, il n'y aurait pas de reproduction de l'espèce. Voilà. Mais ça, ça donne, ça produit quelque chose pour des raisons culturelles qui vient, comment dire, dissocier la femme de la mère. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de féministes, à juste titre, disent mais on n'est pas réduit à être des mères.
Être femme, c'est pas être mère. Mais ce discours-là n'est possible que parce que ça a été rendu possible par plein de choses, par plein d'éléments culturels qui ont rendu possible cette dissociation-là, que certains ne veulent pas voir. Ils disent, bah, l'accomplissement d'une femme, c'est d'être mère, etc. Enfin, toutes ces bêtises conservatrices. Voilà, non, une femme peut ne pas être mère. Ça commence par là. Et puis après, l'allaitement devient optionnel. On a trouvé les moyens. Le biberon, c'est un artefact qui a été inventé très récemment dans l'histoire de l'humanité. Le lait maternisé, les tire-laits aussi, qui permettent de récupérer le lait et de le faire donner par d'autres, et notamment par des hommes. Donc les hommes peuvent de nouveau jouer un rôle, alors qu'ils n'ont pas voulu jouer tout de suite. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de familles dans lesquelles les hommes voilà, donnent le biberon aux enfants, etc. Ce qui était impensable pendant très longtemps. Donc nous sommes les premiers mammifères à avoir réussi à dissocier voilà, la mère de la femme et la femme, j'allais dire, de son petit, pour faire entrer d'autres personnes, et notamment les hommes. Donc voilà, il faut jamais aller vite en besogne. Les gens qui critiquent souvent, enfin, c'est aussi subtil que un bulldozer, voilà, qui chercherait à trouver un petit détail, voilà. Ah ouais, oui, on va creuser, on va trouver. Non, non, c'est pas avec un bulldozer qu'il faut y aller. Heu, il faut regarder les éléments les plus structurants et comment la culture progressivement, et en tenant compte du fait que l'histoire quand même, la grande partie de notre histoire est une partie, qui se distingue pas beaucoup des autres mammifères. C'est ça qu'il faut voir, et qu'il a fallu longtemps pour inventer tous les moyens techniques, pour avoir le savoir, pour avoir les artefacts permettant ces cette, ce desserrement du rapport mère-enfant. Voilà, donc ça n'est pas inscrit dans la biologie. À aucun moment je n'écris ça, et jamais je n'écrirai ça. Ou alors si je l'écris, alors là, vous pouvez dire, ça y est, il est devenu fou, il est devenu un homme de droite. Voilà. Ouais, Ok, non, c'est très intéressant. Alors, je vais arriver à la fin. J'avais juste encore deux questions. Donc, une qui est un peu spécifique, toujours sur donc, cette façon que vous avez donc, de considérer comme centrale la sexualité secondaire. Et puis, alors, il y a aussi à la fin du livre hein, d'autres choses, d'autres éléments sur lesquels je ne vais pas forcément revenir, mais sur lesquels voilà, on peut revenir sur lequel vous revenez à la fin du livre et donc on peut reprendre dans votre livre. Vous dites dans votre livre que les mutations génétiques, au hasard la bipédie dont vous avez parlé tout à l'heure, sont pas dues au hasard, mais sont dues en grande partie à l'environnement. Et là, vous citez notamment les travaux de Kevin Laland. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion. Et du coup, ça m'a fait penser à donc un biologiste et anthropologue qui s'appelle Georges-Gilles Escuret. Je ne sais pas si vous le connaissez. oui, oui, oui. Qui, il me semble, n'est pas cité dans le livre, à moins que je l'ai raté, et qui affirme que l'humain se définit en grande partie par son rapport, par son écologie, en fait, écologie au sens scientifique du terme, c'est-à-dire son interaction avec l'environnement, l'interaction d'un être vivant avec son environnement. Vous partez plutôt, aussi bien au niveau de la spécialité secondaire que les autres traits que vous mettez à la fin du livre, de traits qui sont plutôt anatomiques ou physiologiques, si j'ai bien compris. Est-ce que pour vous, les interactions d'un humain avec son environnement, donc son écologie, peut être une façon intéressante d'envisager une façon de trouver des invariants chez les humains? Est-ce que ma question est claire? Oui, 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 elle est très claire. Et j'essaie de trouver le moyen d'y répondre le plus rapidement possible. En fait, si vous voulez, dans le modèle darwinien, l'environnement joue un rôle considérable puisque c'est lui qui exerce, pardon, une pression sélective
sur les organismes vivants et qui permettent à certains de mieux se reproduire et donc qui transforment petit à petit les membres d'une espèce et fait que à un moment donné, il y a d'autres espèces qui apparaissent, qui se séparent de l'espèce d'origine. Donc l'environnement joue un rôle considérable. Et cet environnement, il est très compliqué à reconstruire parce que c'est un environnement qui est climatique, qui est géologique, qui est évidemment vous ne vivez pas de la même façon si vous êtes un Inuit ou quelqu'un qui travaille, qui vit dans des zones arides, désertiques, etc. Donc l'environnement joue un rôle très très important. Mais la biologie en est déjà le produit. C'est ça qui est compliqué. Et en plus, dans l'environnement, il n'y a pas que les aspects extérieurs environnementaux, on va dire, bon, voilà, les autres espèces, les aspects, encore une fois, voilà, climatiques, la géologie, est-ce qu'on vit dans de la glace, enfin sur de la glace ou sur du sable ou je ne sais quoi. Il y a aussi des aspects sociaux. C'est-à-dire que nous, une partie de notre biologie dépend de notre environnement social. Donc c'est compliqué parce que c'est une interaction permanente entre les différents éléments. Par exemple, tous les paléoanthropologues disent nous avons un processus, vous avez un processus d'encéphalisation qui s'observe chez les oiseaux, chez certaines espèces d'oiseaux, par exemple les corvidés, ou certaines espèces de mammifères comme les primates. C'est-à-dire une encéphalisation, c'est une augmentation du volume du cerveau relativement à la taille de l'individu. Donc c'est quelque chose de relatif. Notre cerveau grossit, voilà, à un volume de plus en plus grand dans l'histoire du genre Homo, par exemple. Bon, mais les paléanthropologues disent c'est sous pression aussi d'une forme de vie sociale qui se complexifie et de savoir qui commence à s'accumuler. On a besoin d'un grand cerveau pour saisir des choses dans le monde, pour retenir pour avoir des capacités d'apprentissage beaucoup plus importantes. Et du coup, c'est en interaction donc avec des formes d'organisation sociale. Plus on a vécu dans des formes d'organisation sociale complexes, avec des masses de savoir à s'approprier toujours plus grandes, plus on a eu besoin de cerveaux suffisamment gros. Voilà. Donc ça veut dire que notre physiologie dépend de notre environnement. Et notre environnement est en partie, et en grande partie, pour l'espèce humaine, un environnement culturel. C'est la même chose, ça c'est un classique des travaux de paléoanthropologie, moi qui me fascine totalement, c'est que on se rend compte que nous avons un intestin qui est relativement raccourci par rapport à d'autres mammifères. Et les paléoanthropologues disent, mais c'est parce que nous avons maîtrisé le feu et que nous avons cuit nos aliments. À partir du moment où vous cuisez les aliments, vous n'avez plus besoin de mètres et de mètres d'intestin. Ça s'est raccourci grâce à une maîtrise culturelle du feu, parce que le feu tombait, enfin la foudre faisait que le feu pouvait tomber sans qu'on sache le produire soi-même. Donc on a commencé enfin les humains ont commencé à essayer de maîtriser un feu produit par des conditions naturelles, et puis progressivement à produire eux-mêmes le feu. Tout ça, c'est de la culture. Or, cette culture a eu des effets sur la physiologie humaine. Donc, vous voyez que c'est compliqué parce que quand, quand, quand on me dit ouais, vous tenez compte plus des propriétés biologiques de l'humain, mais oui, mais ces propriétés biologiques sont le produit du rapport à l'environnement.
Et ce sont des produits, à un moment donné, d'une longue histoire des rapports à notre environnement. Et encore une fois, pour l'humain, la culture joue un rôle important dans la pression sélective qui s'exerce sur les corps, sur les organismes. Du coup, vous voyez, c'est compliqué. D'ailleurs, il y a toute une branche de la biologie qui travaille dans le modèle qu'on appelle la coévolution gène-culture. La culture a des effets sur les gènes, et évidemment, les gènes sont partie prenante d'un certain nombre de choses qui ont conditionné les possibilités de culture, etc. Donc, c'est une interdépendance permanente. Et il faudrait s'habituer, en fait, à penser ces choses en interdépendance, interaction, mais interdépendance très très forte. Oui, je reste là-dessus, mais penser que notre physiologie, que la longueur de notre intestin est liée à l'invention du feu, à la maîtrise du feu, c'est quand même assez hallucinant. C'est pas une chose à laquelle on est préparé au départ, vous voyez, comme sociologue, historien, anthropologue. Donc, c'est important de se rendre compte de ça. Nous sommes dans le vivant, nous avons des conditions de vie, d'existence, des environnements. Ces environnements jouent un rôle sur nous, mais nous produisons des éléments qui construisent l'environnement. C'est ce qu'on appelle la construction de niche, hein, en biologie. Et cette construction de niche est particulièrement culturelle chez nous, mais enfin, il y a des constructions de niche qui sont aussi très culturelles et intergénérationnelles. Qu'on pense aux barrages des castors, qui sont construits sur des générations et des générations. Je ne sais pas si ça a été calculé, mais c'est des constructions mais assez ahurissantes, d'ailleurs, qui posent problème, parce que des fois, il y a des problèmes pour les humains, pour le coup, à cause de ces barrages qui amènent l'eau à passer là où elle ne devrait pas passer, etc. Enfin, où elle ne devrait pas passer pour des humains. Donc il y a une lutte entre le castor et l'humain. Mais même les castors, ils organisent leur environnement, ils construisent leur environnement. Donc, sauf que nous, ça prend une ampleur considérable. Nous construisons l'environnement au point d'arriver à le détruire par nos productions de gaz, de chimie. Voilà, tout ce qu'on sait aujourd'hui grâce au débat sur l'environnement et la destruction de la biodiversité. Donc si je comprends bien, vous me dites si je me trompe, mais en analysant la biologie, vous analysez aussi plus ou moins l'environnement, puisque la biologie contient les rapports de l'être humain avec son environnement. C'est ça? Ah oui, tout à fait. Ouais, ok. Tout à fait. Très bien, mais c'est clair. Déjà, Darwin disait des choses comme ça. Il a un exemple dans l'origine des espèces où il montre qu'il y a des espèces entières qui peuvent disparaître parce qu'il y a une autre espèce qui va disparaître, alors que il se nourrissait de cette espèce et que c'est compliqué. C'est compliqué. Mhm. Les espèces invasives sont souvent des espèces qui arrivent mieux à s'adapter. Elles arrivent de l'extérieur, mais en fait, elles arrivent tellement mieux à s'adapter parce qu'elles ont des propriétés qui sont favorables. Il y a plein d'espèces qui ne sont pas invasives parce qu'on les transplante à un autre endroit et elles meurent parce qu'elles ne sont pas adaptées du tout à la situation. Mais au contraire, il peut y avoir introduction volontaire ou involontaire hein, d'espèces dans des espaces qui n'étaient pas les leurs au départ. Il se trouve que les propriétés qu'elles ont, étant donné la longue histoire des rapports avec l'environnement dans lesquels elles étaient au départ, sont ce qu'elles sont. Elles agissent d'une certaine façon, elles détruisent elles se nourrissent d'espèces animales qui jusque-là faisaient le repas d'autres espèces qui vont disparaître, etc. C'est-à-dire que nous sommes en lien permanent, en fait, avec les autres espèces, avec notre environnement, voilà, plus généralement. Très bien, c'est clair, je vous remercie. J'ai donc une dernière question que j'avais envie de vous poser en lisant votre livre, parce que vous évoquez très rapidement une possibilité de en fait, mettre en pratique ces savoirs généraux sur les sociétés humaines. Et il y a un moment où vous affirmez qu'on agit dans nos sociétés, et par exemple en France, en réformant des choses un peu à l'aveugle et qui donnent parfois des changements ratés. Et vous donnez l'exemple de réformes de l'éducation qui sont ratées malgré la bonne volonté. Et vous dites
que ces ratés en fait auraient pu être évités si on avait eu une meilleure connaissance des grands invariants de l'espèce humaine. Donc voilà, ma question c'était est-ce que voilà, quelle application concrète vous voyez à étudier ce que vous étudiez, ces grands invariants? Voilà, étudier les grands invariants et le reste. C'est toute l'architecture qu'il faut remettre en. Là, j'insiste parce qu'à chaque fois, Mhm. on caractérise ce que je fais par une partie de ce que je fais, mais moi, je tiens compte de l'ensemble des choses. C'est juste mes collègues qui ne veulent tenir compte que de l'aspect culturel. Bon. Oui, je pense que de même qu'on n'a pas pu faire un certain nombre de choses dans le monde d'un point de vue matériel. Hein. On n'a pas réussi à voler avec des avions, avec ou planer, avec des parachutes, avec des planeurs, etc. On l'a pas fait en méconnaissance de cause. Voilà. Il a fallu qu'on connaisse les lois de la physique pour arriver à trouver les moyens, enfin les parades, quoi. C'est- je veux bien que les humains adorent se vivre libres, mais on sait très bien que même si on est affligé par la loi de la gravité, on peut avoir une très très bonne volonté, mais si vous vous jetez de votre immeuble du 10e étage, vous allez vous écraser. C'est une certitude. Or, nous nous écrasons régulièrement politiquement. Alors, il y a des gens qui veulent absolument pas que les inégalités bougent, hein, que ces écarts soient remis en question, parce que ils défendent un certain nombre d'intérêts. Mais là, je m'adresse à ceux qui sont progressistes et qui veulent changer l'état des choses et l'état du monde qui est injuste, fait d'inégalités, de domination, d'oppression, etc. Ça n'est pas en se disant que on va descendre dans la rue, on va faire ci, on va faire ça, quand on veut, on peut, etc., on va changer quoi que ce soit. Et je trouvais très honnête de la part d'Antoine Pro, qui a été un historien de l'éducation, qui était proche de la gauche au gouvernement, à l'époque du Parti socialiste, je crois il était proche de Michel Rocard, qui avait mis en œuvre une réforme et qui était très critique de la reproduction de Bourdieu et Passeron, qui disait, voilà, bon, on dénonce ça, mais comme si c'était une fatalité et tout ça. Et donc, il a mis en œuvre une réforme de l'éducation. Il me semble que c'était dans le secondaire. Et après, en historien très sérieux, il a fait l'analyse des effets de cette réforme. Il a fait le constat que non seulement les inégalités étaient toujours là, mais qu'elles étaient plus fortes qu'avant la réforme. Je trouve ça extrêmement lucide. D'abord, il est rare que les gens soient lucides au point de dire, bon, bah, je me suis trompé, on s'est trompé, on a cru que, et puis finalement non. Mais c'est en connaissant la réalité sociale et les forces qu'il faut arriver à contourner ou à contrecarrer, qu'on peut arriver à commencer à faire quelque chose. Et moi, je ne sais pas, je ne suis pas politique, je ne suis pas quelqu'un, si en plus je devais développer mon imagination pour dire, bon, bah alors de tout ça, quel programme politique, quel moyen d'action, quel levier il faut utiliser, etc. Non, c'est aux politiques, c'est aux militants de faire ce travail-là, de lire concrètement les analyses que les sciences sociales peuvent faire pour, pour affronter en fait l'énormité des problèmes ou des forces qui vont contre le désir d'émancipation, le désir de moins d'inégalité, etc. Donc voilà, là-dessus, je suis très très proche de Marx. Je l'ai cité à deux, trois reprises dans les structures fondamentales des sociétés humaines sur ce point-là. Il se moquait des révolutionnaires hegéliens, des jeunes hegéliens de gauche qui pensaient que le monde était guidé par des idées et qui pensaient que si, je crois qu'il dit ça à un moment donné, que il suffisait de ne plus penser à la loi de la gravité pour en être débarrassé.
Si vous pensez que parce que vous pensez que la loi de la gravité n'existe pas, vous allez pouvoir survivre à un vol de plusieurs mètres, bah non, vous allez tomber et vous risquez de mourir très probablement. Donc, je crois qu'il faut être réaliste, lucide, et que la science est là pour aider les gens qui veulent de vraies révolutions, de vraies réformes, et des choses qui bougent véritablement les lignes, qui sont en mesure de remettre en question des forces très, très, très grandes qui s'opposent à des désirs tout à fait légitimes d'égalité, par exemple. Voilà, donc moi, ma comparaison, c'est avec tout ce qu'ont pu faire les sciences physiques. Elles nous ont sortis de notre, vous voyez, on pourrait dire vision fixiste, nous n'avons pas d'aile, alors vous nous dites qu'on ne peut pas voler. Ben oui, c'est vrai, on ne peut pas voler. Jusqu'au moment où on arrive à trouver le moyen d'inventer l'aviation, d'inventer des moyens de voler. Mais pour cela, il faut connaître la réalité. Et il faut accepter le fait que nous n'avons pas d'aile, nous ne savons pas voler et que c'est très dangereux. On peut, voilà. Donc, pour moi, une politique révolutionnaire, c'est une politique réaliste. Il faut être extrêmement savant. Si vous lisez pas ce que dit Marx sur le capitalisme, vous vous rendez pas compte, et tous les gens qui ont travaillé au-delà de Marx, évidemment, parce que le capitalisme a changé depuis, mais vous ne savez pas à quel monstre vous avez affaire. Donc il faut connaître pour pouvoir trouver les solutions pour commencer à transformer tout ça. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Voilà. Bah écoutez, ouais, c'est très clair. L'analogie avec la loi de la gravité était très claire. Bah écoutez, c'est tout bon pour moi. J'ai fait le tour des questions.